d'Azur. Le Move, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le premier mouvement des entrepreneurs sociaux en France qui fédère et fait progresser les entrepreneurs sociaux via des actions de plaidoyer et également d'animation de communauté. Je suis heureuse d'accueillir avec nous Fabienne Giron. Fabienne, si tu peux faire un petit coucou. Fabienne Giron de Toscane Accompagnement et également Ayo Spech de Toscane aussi Accompagnement, ainsi que Antoine Blondel, qui est leader d'Autonome et qui a accepté de venir témoigner aujourd'hui sur sa posture de dirigeant ou qui préfère dire de leader. Pour ce temps, nous serons 2 heures ensemble. Moi, je suis très contente d'être avec vous et d'être avec l'équipe Toscane et d'être avec Antoine. On a eu, le sujet de la gouvernance et du management dans l'entreprise est un sujet qui est important pour le Move, puisque ça fait partie de nos 4 critères, d'être dans une démarche de gouvernance participative. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel on va travailler aussi avec Fabienne et Ayo pour vous proposer de nouvelles actions d'ici octobre. Moi, j'ai aussi eu la chance de pouvoir déjà un petit peu échanger avec Antoine sur les débuts de son témoignage, et je pense que ça sera vraiment des témoignages très inspirants pour vous. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce temps et je suis très heureuse d'être avec vous. Et je vais donner la parole à Fabienne ou à Yo pour commencer. Okay. Merci Marjolaine. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'aurais envie de vous voir pour de vrai. Donc, si vous pouvez mettre vos caméras pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça me permettrait de me sentir peut-être plus en lien avec vous. Alors, pour présenter en deux mots Toscane, Toscane Accompagnement, nous sommes un cabinet qui accompagne justement les organisations pour leur permettre de faire circuler la vie ou de refaire circuler la vie dans leur organisation. Parfois, elle peut être un peu peut-être bloquée. Et on fait ça avec des entreprises de toute taille et de tout secteur. Par contre, le point commun entre tous nos clients, ce sont des dirigeants qui s'engagent là-dedans pour faire vivre des valeurs humanistes qu'ils ont au fond d'eux. Et donc, hier soir, en préparant le démarrage de cette matinée, et puis ce matin aussi en discutant avec Ayo, je me disais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Et en fait, le mot qui me vient, c'est vraiment engagement. Engagement. Quand je dis des dirigeants qui s'engagent là-dedans, ils le font avec leur cœur et avec leur trip et aussi avec ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et moi, j'ai rencontré Antoine il y a 2 ans, qui racontait, je l'ai entendu parler de son aventure déjà à l'époque. Et j'ai été effectivement très touchée par son engagement. C'est-à-dire pour lui, ces valeurs humaines, c'est pas pour toi Antoine en tout cas, c'est pas pour de faux, c'est pour de vrai. Comment ça vit au quotidien dans ce que tu fais quotidiennement avec les gens. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, dans ma vie professionnelle, quand j'ai été salariée, quand j'ai été dans différentes structures, que ce soit des entreprises, donc j'ai même travaillé dans l'univers associatif, j'ai jamais rencontré moi un dirigeant qui vienne me voir, c'est-à-dire qui vienne me parler de personne à personne, qui est une vraie rencontre entre lui et moi. Et du coup, une rencontre où il se passe quelque chose, quoi, où on se parle pour de vrai, quoi. Et du coup, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Moi, je suis très heureuse d'être là. Bien sûr, Antoine, merci d'avoir accepté de passer ce temps, de nous donner ce temps que je sais précieux. Donc, je te remercie et je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Bon, tu as fini, Fabienne? Ah, bien sûr. Super. Donc, moi aussi, je voulais juste dire quelques mots pour me présenter comme introduction. Donc, je suis Ayo Spech, coach consultant chez Toscane depuis un petit moment. Je vis à Lyon. Je suis allemand d'origine, donc si jamais vous entendez un accent un peu bizarre, ça vient de l'Allemagne du Nord et de Toulouse, parce que j'ai passé aussi un temps à Toulouse et là, l'accent est aussi un peu particulier, donc c'est un peu les deux qui se mélangent chez moi. La première chose qui me vient quand vous me demanderez quelles sont mes convictions par rapport à mon métier, je suis convaincu que l'entreprise, c'est un lieu pour gagner l'argent, certes, mais aussi pour faire grandir l'homme. Et les deux, ils sont même pas
les deux doivent être là, à mon avis, dans les organisations pour que la vie passe, en fait. Hein. Fabien a parlé un peu que Toscane peut aider les entreprises qui a plus de vie. Et pour moi, c'est un peu les deux choses clés. L'entreprise a besoin de l'argent, bien sûr, pour progresser, pour investir, pour faire des recherches. Mais en même temps, c'est un lieu aussi pour faire grandir les hommes. Et si les deux sont ensemble, je crois que c'est plus dynamique, plus vivant et plus juste. Et j'aime bien aider les entreprises à aller dans cette direction-là. Et quand je suis rentré ce matin, j'ai fait un peu de yoga ce matin et je suis rentré sous la pluie à Lyon. Je ne sais pas qui est à Lyon, mais à Lyon, il pleut ce matin. Donc, j'ai pris un petit averse. J'ai pensé à Antoine et je me suis dit, qu'est-ce qui me reste de mes échanges avec Antoine? Et ce qui m'est venu, c'est quelque chose qu'on a en commun, qu'on vit tous les deux d'un monde agricole. Et ça m'a rappelé de mon père et comment mon père m'a inspiré dans ma vie. Mais cette inspiration, je me suis rendu compte seulement plus tard. C'était pas immédiat. C'était à 40 ans où je suis devenu coach. Et quand je peux écouter en moi, je me suis dit, ce monsieur-là, mon père, qui a fait son métier toute sa vie avec passion, avec envie, avec dur certes, mais avec beaucoup de passion, que j'ai retrouvé finalement ça aussi en moi. Et c'est en fait penser à Antoine qui m'a recontacté, remis en contact avec cette expérience et cette sensation-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, ce que je vous invite à faire, ou ce que j'espère pour vous pendant le temps qu'on va passer ensemble, d'une part, bien sûr, écouter Antoine et ce qu'il nous a raconté, mais en même temps, écoutez aussi vous-même. Quand vous l'écoutez, qu'est-ce qui bouge en vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous touche à vous? Et peut-être il y a des choses qui vont émerger pendant ces 2 heures-là, que le témoignage devient vraiment quelque chose qui peut vous bouger à l'intérieur un peu. Et ça, c'est une autre conviction que j'ai très fortement, qu'un changement d'une organisation, ça commence avec les personnes, le dirigeant, mais aussi les personnes qui sont dans l'organisation. Et à chaque fois, ils font eux-mêmes un chemin, une prise de conscience, un basculement. Ils peuvent aussi le montrer à l'extérieur. Donc ça, c'est un peu les convictions que j'ai moi-même et que je partage avec mes collègues de chez Toscane. Et voilà, donc j'ai vraiment envie que vous passiez un bon moment tout simplement ce vendredi matin, un bon moment avec nous, avec Antoine. Et peut-être il y a des petites inspirations qui viennent et ça sera chouette. Donc bienvenue à ces 2 heures-là et je repasse la parole à Fabienne. Ok. Donc, ce qu'on vous a partagé avec quoi on arrive, nous, avec Ayo. Donc, on a envie de la même chose pour vous. Avec quoi vous arrivez? Quel est votre esprit? Quel est votre état d'esprit au démarrage de cette matinée? Qu'est-ce qui vous a donné finalement envie de prendre du temps pour venir écouter Antoine? Et peut-être que déjà ce qu'on a dit éveille des choses en vous. Donc, je vous propose de prendre 1 minute pour cet atterrissage dans ce temps d'échange et de rencontre entre nous. Ouais. Et puis là, vous allez vous retrouver, alors quand on est dans une salle, on dit vous allez vous retourner à côté de la personne qui est à côté de vous. Mais là, donc, on va virtuellement vous mettre à côté de quelqu'un. Dans une petite salle, vous allez vous retrouver à 2. Donc, bien sûr, dans cette petite salle, dans ces temps que vous allez vivre là, à l'instant à 2, puis il y aura un autre temps dans la matinée, vous allez dans un petit groupe. Bien sûr, il y a un principe de confidentialité de ce que vous allez vous dire, de totale liberté, c'est-à-dire que vous dites exactement ce que vous voulez. Il n'y a aucune obligation à dire si vous n'avez pas envie de dire. Par contre, on vous propose d'oser une parole qui vient de vous, qui est personnelle. Bien sûr, il n'y a pas de jugement sur ce que l'autre vous dit, va vous partager. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de jugement, c'est qu'il y ait l'ouverture à l'autre. Voilà, pour vous sentir aussi, est-ce que ça vous fait quand la personne vous partage ce qu'elle vous dit.
Et là, alors, vous allez recevoir une invitation. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous vous laissez guider. Vous allez recevoir une invitation. Et vous aurez un petit temps qui va apparaître en haut et à droite. Vous aurez 6 minutes, 2 fois 3 minutes pour vous, voilà, pour vous dire avec quel état d'esprit vous arrivez. Et ce qui fait que vous êtes là entre nous, avec nous ce matin. Donc, vous verrez qu'il y a 6 minutes qui vont apparaître. Le temps passe très vite. Donc, voilà, regardez bien le temps qui s'affiche. Bonne Si c'est OK pour arrivée tout le pour la monde, réunion. acceptez bien l'invitation à rejoindre une salle. C'est parti. Je vous disais que vous revoilà. Donc, c'est ce que j'aime avec la mosaïque, c'est vous voir tous en même temps, tous ensemble. Donc, j'espère que vous êtes bien arrivés dans la réunion, que c'était bon ce temps de découverte 2 à 2. Alors, effectivement, si je repartage mon écran, la matinée va se… voilà, donc la matinée va se passer en 3 temps. Donc, il y aura un temps où Antoine va nous raconter son aventure, va nous partager son aventure. Et puis après, il y aura un petit temps et de réflexion personnelle et puis d'échange en petits groupes. Pour que vous puissiez, je vous redirai ça, mais que vous puissiez échanger entre vous sur ce que ça vous fait d'avoir entendu Antoine nous raconter cette aventure. Et puis après, on reprendra un temps tous ensemble. Voilà. Antoine, à toi. Merci Fabienne. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ce matin, de la confiance que vous me portez, d'être présent ce matin toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, je me présente. Je m'appelle Antoine Blondel, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et voilà, je suis en train de fêter ma 30e année d'agriculteur en Seine-Maritime, en Normandie, entre Rouen et Dieppe, pour ceux qui connaissent. J'ai pas beaucoup de diplômes, j'ai pas mon bac. J'ai un brevet de technicien agricole. J'ai passé un BTS agricole au rattrapage. Bon, tout ça pour vous dire que l'école, c'était pas vraiment ma tasse de thé. J'ai par ailleurs été juge au prud'homme pendant 9 ans et qui m'a donné une vision assez délétère du monde du travail et de ce qui se passe dans les entreprises. Et puis à 45 ans, donc j'étais toute ma vie pluriactif. J'étais agriculteur, je me suis installé très jeune sur une exploitation agricole. Et étant très jeune, et mon père agriculteur étant jeune, il m'a conseillé, et je le remercierai jamais assez, il m'a dit, écoute, sois salarié ailleurs, va voir ce qui se passe, et une ouverture d'esprit. Donc j'ai fait tout un tas de choses. J'ai commencé comme ouvrier, j'ai passé 6 mois en Louisiane, dans une plantation de coton. Et puis, j'ai été tout le temps plus réactif, ouvrier, agent de maîtrise, cadre supérieur. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais la pyramide hiérarchique, je la connais par cœur, vraiment par cœur, parce que j'ai fait tous les étages. Et puis, à 45 ans, une espèce de prise de conscience que j'ai rencontré une belle personne qui était, je dis qui était parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais qui était une des fondatrices de Toscane Accompagnement. Et elle m'a posé la question qui tue, Antoine, est-ce que tu as choisi ton métier d'agriculteur? En sachant que toute ma famille est dans l'agriculteur. Grands-parents, cousins, tout le monde. Et là, j'ai un espèce de frisson en disant, ben oui, effectivement, je me suis peut-être retrouvé dans un espèce d'entonnoir. Je suis très fier d'être agriculteur, mais est-ce que je l'ai vraiment choisi? Pas si sûr. Et donc, on a discuté ensemble et elle me dit, c'est quoi ton rêve de gosse, Antoine? Je t'invite à rêver parce qu'on ne rêve plus aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui rêve. Et pourtant, c'est juste le moteur de la vie, le rêve. J'écoute, moi, je rêverais d'être chef d'entreprise. Alors, bien sûr, mon exploitation agricole, à l'époque, j'avais 3 salariés. On est plus d'une dizaine maintenant, mais c'était une mini-entreprise, hein, c'était quand même une entreprise, mais je voulais plus de monde, je voulais une équipe de direction. J'étais vraiment, voilà, c'était mon rêve. Et puis le deuxième souhait, c'était
de ne plus réussir tout seul. Et dans l'agriculture, combien même on réussit, on est assez seul dans la réussite. Et moi, j'avais envie d'un partage collectif. Bon, et à la suite de cette discussion qui a été extrêmement fructueuse, elle me dit Antoine, je t'invite à passer à l'action, hein, parce que tu peux en parler jusqu'au bout de la nuit, tu peux en parler pendant des mois et des mois. Je t'invite à passer à l'action. Tu as 45 ans, tu es à mi-parcours de ta carrière professionnelle. Essaye d'éviter d'avoir le moins de regrets possible à l'aube de la retraite. Donc, bouge. Voilà. Et donc, il y a 7 ans, j'ai bougé. J'ai racheté une entreprise de service à la personne à Rouen, tous les matins, avec 70 collaborateurs, collaboratrices même d'ailleurs plutôt. On accompagne des personnes dépendantes, des personnes âgées, des personnes en position de handicap quotidiennement, 7 jours sur 7 et quelquefois 24 heures sur 24. Un métier formidable que l'aide à la personne, de personnes fragilisées. Je me suis retrouvé donc à la tête d'une petite PME qui faisait presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, le rêve absolu, le kiff absolu de me retrouver à la tête d'une pyramide hiérarchique avec mon bureau que vous voyez derrière moi. Alors je croyais en investissant les nouveaux locaux à la reprise, je m'étais accaparé le meilleur bureau, enfin du moins c'est ce que je pensais. Et en fait, il s'avère que c'est le plus mauvais parce que je suis dans un angle vitré. Donc, l'été, il fait une chaleur à mourir et l'hiver, c'est un froid de canard. C'est juste une horreur. Personne ne veut de mon bureau. Et je me dis, tiens, finalement, ce que je pensais être une bonne idée il y a 7 ans s'avère par le destin la plus mauvaise place. Et aujourd'hui, ça me va tout à fait. Je ne changerai pour rien au monde. Et je laisserai pour rien au monde ce bureau complètement pourri à l'une des personnes de mon équipe. Et ça, c'est vraiment anecdotique. Donc, j'avais un comité de direction, un CODIR. Alors, je n'ai pas trop les codes, hein, mais je sais ce que veut dire un CODIR. Je décidais de tout sur tout. J'apportais des réponses à tout le monde parce que j'avais cette croyance qu'un dirigeant devait apporter des réponses à tous les problèmes qui se posaient. Et la consultante qui m'accompagnait me dit Antoine, arrête d'apporter des réponses à des problèmes qui ne sont pas les tiens. On devrait t'enfermer. Ça renvoie à l'autre qui n'a pas de cerveau. C'est insupportable de faire ça. Arrête ça. Arrête ça. Et donc tout ça, ça a cheminé. Et elle me dit mais quel dirigeant tu veux être? Quel dirigeant tu veux être? Est-ce que tu veux rester à la pyramide, en haut de la pyramide? Je croyais que tu étais l'un des fossoyeurs de la pyramide hiérarchique et tu es en train de te complaire à cette place. Est-ce que tu es prêt à changer? Et j'ai dit, ben oui, écoute, vraiment, ouais, tu as raison. C'est pas ça que je veux, en fait, véritablement. Donc, j'aimerais bien que tu viennes pour qu'on puisse changer. Et là, elle m'a fait une réponse que j'oublierai jamais. Elle me dit, non, non, je viendrai pas. Je viendrai pas t'accompagner parce que tu n'es pas prêt du tout. Et moi, je veux pas participer à une mascarade. Tu vas faire croire à tes collaborateurs que tu veux changer la donne, mais tu n'es pas prêt du tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai acquis une croyance qu'on ne transforme pas une organisation plus loin que le dirigeant est transformé. Je suis convaincu de ça. Et donc, j'ai suivi un parcours qui s'appelle Toscane Accompagnement. Ça va faire raccord avec la présentation d'aujourd'hui. Et effectivement, au fur et à mesure du process qui dure près d'une année, je me suis senti transformé, avec une véritable raison d'être, une véritable mise au point sur ménage aussi, ménage des croyances. J'ai fait le ménage et il y avait pas mal de poussière, vraiment. Et donc, j'ai Toscane Accompagnement pendant 1 an. J'ai eu la chance de découvrir le livre de Frédéric Laloux, que peut-être certains ou certaines connaissent, Reinventing Organization, qui est un… Alors moi, je lis jamais, je suis absolument pas littéraire, mais j'ai pris la bande, la version illustrée. Moi, il me fallait des dessins, mais pour le coup, ça existe. Et c'est remarquable ce qui s'est passé. En plus, on parle beaucoup d'une organisation Buurtzorg de soins à domicile et qui m'a évidemment parlé parce que c'est juste mon métier.
Et donc, je voulais partager avec vous ce matin les grands principes que j'ai mis en place dans mon organisation. Je vais pas tenter de vous convaincre aujourd'hui. Jacques Santini de Toscane Accompagnement, un jour m'a dit, tu sais Antoine, dans convaincre, il y a con et puis il y a vaincre. Je t'invite à ne pas convaincre. Je t'invite à partager ton enthousiasme. C'est tellement plus réjouissant pour ceux qui t'écoutent. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire et je vais nullement tenter de vous convaincre ce matin. Je voulais partager avec vous les grands principes qui m'animent aujourd'hui dans mon organisation. D'abord, j'ai décrété, et je suis convaincu maintenant, moi, c'est ma conviction la plus forte, que les salariés de ce pays, de mon entreprise, quand ils se lèvent le matin, ils ont envie de bien faire. Je connais personne en France et partout dans le monde qui, quand il se rend à son travail, a envie de mal faire. Et quand il y a des dysfonctionnements, c'est très souvent parce qu'on n'a pas assez reconnu notre collaborateur, accompagné notre collaborateur, écouté notre collaborateur, formé notre collaborateur. Et ces 4 raisons, c'est de la responsabilité du dirigeant ou de l'équipe encadrante. C'est certainement pas de la responsabilité du salarié, du collaborateur. Et donc, à chaque fois que ça dysfonctionne, parce que bien sûr, ça dysfonctionne dans mon entreprise, je ne suis plus à dire « mais qu'est-ce que vous avez foutu ?» pour parler simple et crûment. C'est la réflexion, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'on arrive à ce résultat. Et ça, c'est un vrai changement de posture, en tous les cas pour moi, de mettre le problème dans le bon sens. Je fais une confiance absolue dans mes collaborateurs et collaboratrices. Et j'ai j'ai passé un coup de balai sur cette croyance qu'on entend très souvent, la confiance n'évite pas le contrôle. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Je ne sais pas si vous savez d'où elle vient. Moi, j'ai appris récemment d'où elle venait. Excusez-moi, il y a du bruit. Mes excuses. Cette phrase vient de Lénine. Alors, raison de plus, enfin, en tous les cas pour moi, raison de plus pour la mettre à la poubelle. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, j'ai décidé de mettre ça à la poubelle. Et je fais une confiance absolue en mes collaboratrices et collaborateurs et je ne suis jamais déçu. Jamais déçu. Et à 99%, quand ça dysfonctionne, c'est de ma faute. C'est de ma responsabilité. Les 1% qui restent, ça peut être des interactions privées de mes collaborateurs sur lesquelles je n'ai aucune action, aucun pouvoir. Et effectivement, ce n'est pas la peine de s'énerver avec ça parce que de toute façon, on n'a pas de pouvoir dessus. Le deuxième grand principe, c'est j'ai décrété le droit à l'erreur. Moi, je dois faire à peu près une dizaine d'erreurs par jour. Et décréter le droit à l'erreur, c'est un élément essentiel pour que les salariés retrouvent une espèce de sérénité au travail. Le troisième principe, c'est la co-construction de la vision d'entreprise. Je rencontre beaucoup de dirigeants qui sont capitaines du bateau et quelquefois propriétaires du bateau, comme moi, les dirigeants de PME, on est souvent propriétaires du bateau, et personne ne sait sur le bateau où le bateau va. Je suis sûr et certain que jamais, vous toutes et tous, vous êtes montés sur un bateau sans qu'il y ait un capitaine, déjà, pour commencer, et jamais vous êtes montés sur un bateau sans savoir où il allait. C'est la condition indispensable pour emmener avec soi vers un projet commun des collaborateurs et des collaboratrices. Et donc, on a co-construit avec une partie des salariés, pas tout le monde pour des raisons pratiques, mais une bonne partie des salariés, on a fixé le cap du bateau. Les questions, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve tous les matins dans cette entreprise? Moi, sur Rouen, on est 45 confrères, concurrents. Et j'ai posé très clairement la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes avec moi, à mes côtés, et que vous n'êtes pas chez mes concurrents? Et qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble? Le quatrième point, c'est le partage de la richesse produite.
je ne supporte plus, alors c'est peut-être mes 9 ans de prud'homme, ces systèmes alambiqués de primes, de carottes, les primes à la performance, les primes sur objectif. D'abord, c'est souvent des usines à gaz qui mobilisent des fonctions support qui s'en occupent parce que souvent, ils ont que ça à faire. On est très souvent démotivé parce qu'on croyait le toucher la prime et on ne la touche pas, mais comme c'est tellement alambiqué, personne ne comprend rien à rien. Et puis, on a 9 chances sur 10 de se retrouver au prud'homme parce que comme personne ne comprend rien, ben, en fait, moi qui suis agriculteur, les primes, ce sont des carottes pour faire avancer les ânes. Et moi, je prétends ne pas avoir d'âne dans mon équipe d'entreprise. J'ai des êtres humains qui n'ont pas besoin de carottes pour avancer. Par contre, le partage de la richesse produite est un élément essentiel. Donc, j'ai décrété que 33% de la richesse produite à la fin de l'année serait redistribuée aux salariés, 33% serait mis en réserve parce que sur un bateau, il y a des mers calmes, il y a des tempêtes. Et là, on vient d'en vivre une, on est en train d'en vivre une. Et 33% revient à celui qui a pris les risques, qui a acheté le bateau, qui fait en sorte qu'il ne coule pas, qui a le mandat social, qui a hypothéqué sa maison pour acheter l'entreprise. Ça, c'est extrêmement aussi important pour moi, le partage de la richesse produite. Et puis le dernier grand principe, c'est seuls les gens qui font savent. La base de la pyramide chez moi, qui n'est plus une pyramide, les gens du terrain, il ne s'agit pas de faire du top-down de l'équipe encadrante ou de la direction vers les gens du terrain. Il faut faire du bottom-up. Alors, c'est la seule expression anglaise, je sais à peine ce que je raconte, mais, parce que je ne parle pas un mot d'anglais, mais je pense que vous m'avez bien compris. Il faut qu'on écoute les gens du terrain plutôt que de leur dire tous les matins ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'on leur fasse confiance. Enfin, il faut. Moi, je pense qu'il faut leur faire confiance. Et finalement, alors moi, en plus, à Rouen, on est dans un métier très complexe de l'accompagnement d'un être humain seul, vieillissant, dépendant, souffrant, malade ou en position de handicap, avec les aidants, les conjoints, la famille. C'est effroyablement complexe parce que beaucoup d'interactions humaines. Et moi, j'ai acquis cette certitude, et d'ailleurs Frédéric Laloux en parle très bien dans son livre, la pyramide hiérarchique ne répond en rien à la complexité du monde. Il y a une photo, un dessin où on voit 4 personnes en codir et on voit toute la complexité en bas de la pyramide. Comment peut-on penser qu'un codir puisse régler la complexité du monde? C'est un leurre. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. On n'a pas d'autre choix que de faire confiance aux gens du terrain et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà les grands principes que j'avais envie de partager avec vous. Je voudrais juste faire un focus sur ma posture de dirigeant, ce qui m'a amené à changer mon organisation. Je ne supportais plus la façon dont on travaillait. C'était pour moi insupportable. J'ai transmis cet état de fait par le cœur à l'ensemble de mes salariés. Ils ont bien compris que ce n'était pas un discours de politique, ce n'était pas une tactique politicienne. Et j'ai annoncé, après 2 ans, j'avais emprunté des centaines de milliers d'euros pour acheter l'entreprise. J'ai hypothéqué ma maison et au bout de 2 ans simplement, j'ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord pour changer l'organisation, alors c'est moi qui partirai. Parce que quel est le sens pour moi d'avoir mis de côté un tout petit peu l'agriculture pour reprendre une entreprise, être à la tête d'une organisation qui crée de la souffrance au travail? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le maître mot, c'est l'humilité. Et j'ai eu un grand chemin à faire. J'étais très fier d'être à la tête de mon organisation. J'étais très fier d'avoir ma place de parking. J'étais très fier d'avoir mon super bureau, de décider de tout sur tout. Mais ce n'est pas la vraie vie. Toscane m'a posé cette question, mais quel dirigeant tu veux être, Antoine? Quel dirigeant tu veux être? Voilà la seule question qu'il faut se poser.
Et j'ai pris conscience que d'abord, ce n'était pas moi. J'ai pris conscience de l'alignement tête, cœur, tripes, ce que je pense, ce que je ressens et qui je suis, les valeurs que m'ont transmises mes parents. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis professionnellement, en tous les cas, parfaitement aligné. Et j'ai développé cette capacité à rencontrer des gens et à détecter leur degré d'alignement. Je ne sais pas si vous avez cette faculté, mais moi, je crois l'avoir acquise. Et c'est affolant le nombre de gens qui ne sont pas alignés, le nombre de gens qui avalent des couleuvres, le nombre de gens qui font des choses contraires à leurs valeurs les plus profondes. Et on s'étonne d'avoir 15% des salariés de ce pays qui sont au bord du burn-out. Il ne faut pas s'étonner. J'étais dans le métro parisien ce matin. Je me suis amusé, enfin ça ne m'amuse pas vraiment, mais de voir le nombre de gens qui se rendaient à leur travail en disant mais quelle journée je vais encore passer. De toute façon, j'ai envie de dire plein de choses, mais je ne m'autorise pas à les dire. J'ai un chef qui décide pour moi. Mais en même temps, je devrais quitter cette organisation, mais je ne vais pas la quitter parce que le système est très pervers. Le système vous achète, le système vous donne une bonne rémunération, vous avez augmenté votre niveau de vie, vous avez vos tickets restaurants, vous avez une voiture de fonction, vous avez un téléphone portable, un ordinateur portable, vous avez au mois d'août. Et donc, c'est très difficile de sortir du système. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Et que ça n'a pas de sens que de friser avec le burn-out. Je sais pas si vous savez, mais dans une vie, le travail représente à peu près dans votre vie 70 000 heures. La vie au travail, c'est 70 000 heures. C'est beaucoup, 70 000 heures. Mais ça ne représente que 10% de votre vie globale. Vous allez passer que 10% de votre vie globale au travail. Et j'entends des gens qui sont au burn-out pour 10% de votre vie. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pardonnez-moi l'expression, mais c'est insupportable. Je ne supporte plus, et pour tout vous dire, j'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça parce que j'ai une amie qui m'a appelé il y a quelques jours et qui était dans un système, et je m'étais permis il y a 6 mois de lui dire « mais quitte cette organisation, tu es en train de te perdre, Nathalie ». Et elle m'a appelé il y a quelques jours, eh bien ça y est, elle est perdue. Elle était dans son lit un matin et elle était dans l'incapacité de se lever. Elle s'est crue handicapée. Elle a fait venir son médecin et son médecin lui a dit « mais madame, vous n'êtes pas handicapée. Votre corps vous a dit stop. Vous n'avez pas pris soin de votre corps au travail. Vous n'avez pas voulu l'entendre. Et maintenant, votre corps vous dit stop, vous n'irez plus travailler. » Cette jeune femme qui a 47 ans, elle est cassée. Et ça, c'est terrible de voir ça. Peut-être vous en avez dans votre entourage. Et je crois qu'on ne sera pas trop nombreux pour essayer de partager ça avec nos proches, nos familles respectives, nos amis, pour aider tous ces gens qui sont en souffrance au travail, pour simplement 10% de sa vie. Ma posture de dirigeant, c'est aussi beaucoup d'exemplarité. Je trouve que c'est une valeur qui s'est terriblement perdue dans ce pays et avec beaucoup de regrets. Quand j'entends des salaires de dirigeants qui sont 10, 20, 30 fois le salaire moyen de l'entreprise. Moi, je suis le 5e salaire de mon entreprise. Tout le monde connaît mon salaire. Ça n'empêche que quand il y a une richesse produite, je récupère 33% de la richesse produite à la fin de l'année. Mais l'an dernier, on n'a pas produit de richesse et je n'ai pas touché mes dividendes, comme aucun des salariés n'a touché de prime de partage de bénéfices puisqu'on n'en a pas fait.
J'ai rencontré l'autre jour une entreprise qui donne des primes alors même qu'ils perdent de l'argent. Mais c'est quoi ce délire? On prend les gens pour des enfants? On fait croire à ces enfants qu'on va leur payer un cadeau alors qu'on n'a pas d'argent pour leur acheter? Et après, on s'étonne d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs infantilisés. Ben, il faudrait déjà qu'on regarde ce qu'on fait, hein. Parce que donner des primes à des salariés alors même que l'organisation perd de l'argent, c'est pas du délire, ça. Et puis, mais j'allais dire, c'est pas ma ligne de conduite, mais dans le train ce matin, je réfléchissais à ce que j'allais vous partager et je pourrais résumer ça comme ça. Je ne prévois pas ou peu ce qui va se passer. Je passe pas mon temps à faire des budgets prévisionnels. Je prévois pas, je vis l'instant présent. Quand je pense à l'énergie incroyable des entreprises au mois de janvier, au mois de décembre, qui ont fait des budgets prévisionnels 2020, qui étaient très fiers du travail qu'ils ont produit. Et quand on sait tout ce qui est en train de se passer depuis 3 mois, tout ce gâchis de travail, mais ça ne sert à rien, hein, de faire Qui est capable de dire ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Moi, j'ai décidé de ne plus perdre de temps à prévoir les choses. Je les vis. Et j'invite l'ensemble de mes collaborateurs à faire de leur mieux. Et puis, il se passera ce qui se passera. Je ne passe plus mon temps à prévoir. Je vis. Et puis, ouais, je n'ai pas peur de dire ça. Je suis un fossoyeur de la pyramide hiérarchique. Ça suffit. Ça suffit, le délire de la pyramide hiérarchique. Un jour, un ami militaire m'a dit, tu sais Antoine, la pyramide hiérarchique, elle date un peu d'après-guerre. Quand c'est le chaos, et à Rouen, en 1944, surtout au mois de juin 1944, Rouen était bombardé, c'était le chaos. Et quand c'est le chaos, c'est les militaires qui prennent la main. Et c'est une bonne chose, parce qu'il faut être très pyramidal quand c'est le chaos. Et puis, on est resté sur cette mouvance que c'était un chaos perpétuel et qu'on avait de cesse de penser que gérer une entreprise, c'était forcément la pyramide hiérarchique. Eh bien, moi, je pense que non. Parce que d'abord, le chaos, alors on peut penser que le Covid-19, c'est une forme de chaos, mais soyons raisonnables 2 minutes. Ce qui nous arrive, nous, en ce moment, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sortie d'après-guerre. Il faut quand même qu'on remette un peu les choses à leur juste place. Et donc, moi, je crois que la pyramide hiérarchique n'a plus de sens. Et que j'invite les uns et les autres à réfléchir sur un autre mode de gouvernance. Je ne dis pas qu'il faut mettre le capitaine par-dessus bord, mais je pense que les capitaines doivent changer de posture, en tous les cas pour la plupart, mais ça existe, je rencontre de plus en plus, et ça me réjouit au plus haut point. Et puis que chacun puisse prendre part à un projet commun, à partager la richesse produite et à vivre la vie professionnelle la plus réjouissante possible, avec le sourire, avec des rêves plein la tête. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Merci beaucoup de votre écoute, mais je n'ai pas été tellement perturbé, mais en même temps, les micros sont coupés, donc je pouvais… Voilà, merci beaucoup. Merci de votre confiance. Antoine, merci à toi surtout. Merci de la simplicité, de l'énergie que tu mets dans ton témoignage. Merci pour le clap, effectivement, super. Alors, du coup, alors, je vais vous proposer avant de… Alors, il y aura bien sûr un temps d'échange avec Antoine, mais ce que je voudrais vous proposer, c'est de prendre déjà un petit temps avec vous-même. Antoine, tu nous as dit des choses très, très, très
très belle et très puissante. J'ai vu qu'il y a une personne qui était partie et je ressentais la même chose qu'elle quand elle disait ça. Nourrie de votre expérience, de votre vécu personnel, professionnel, qu'est-ce que vous gardez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus marqué? Qu'est-ce que cela vous inspire, ce qu'Antoine vient de nous dire? Et puis, est-ce que vous auriez peut-être une question à lui poser, une ou des questions à lui poser? Et là, je vous propose de prendre 3 minutes pour ce temps de réflexion personnelle. N'hésitez pas à noter des choses. Je me rends compte souvent quand je commence à noter avec un stylo que ça sort et ça sort et ça sort et ça vous amène vraiment encore plus loin que seulement réfléchir dans la tête. Alors, vous allez, je vois qu'il y en a qui écrivent encore. On est au bout des 3 minutes. Donc là, ce que Marjolaine va vous répartir en petits groupes de 3. Et nous, on aura envie que ce soit aussi une rencontre entre vous, ce temps à 3. C'est-à-dire que ce soit un temps habité, où il se passe quelque chose entre vous. Donc, vous allez vous retrouver, vous serez une vingtaine de minutes en petits groupes. Et on vous propose d'expérimenter ce qu'on appelle c'est-à-dire vous permettre de vous rencontrer les uns les autres dans ce temps de petits groupes. Donc, dans le temps que vous aurez entre vous, vous allez parler à tour de rôle. Et ce qu'on vous demande, c'est quand quelqu'un va prendre la parole, c'est que les deux autres, ça va être des groupes de 3, c'est que les deux autres le laissent aller vraiment au bout de ce qu'il dit, de ce qu'il a envie de vous partager, de ce qu'il a envie de partager aux deux autres. Et ensuite, on vous propose que les deux autres lui fassent une résonance.
C'est-à-dire, quand tu me dis ça, voilà ce que ça me fait quand je t'entends. Qu'est-ce qui résonne en moi quand tu dis ça? Qu'est-ce qui me frappe? Qu'est-ce qui me touche dans ce que tu dis? Qu'est-ce que je perçois qui est important pour toi? De ce que tu as gardé là, de ce qu'Antoine nous raconte et de ce qui résonne dans ta vie par rapport à ça. Et de faire ça à tour de rôle. Donc là, vous allez effectivement partir en petit groupe de 3 et on vous suggère de vivre ce temps d'échange de cette façon-là. C'est parti, je peux lancer. J'ai juste envie de dire quelque chose, Fabienne. Parce que j'ai vu là tout à l'heure quelqu'un qui a écrit un message qu'il n'a pas peut-être l'énergie de s'ouvrir à un échange comme ça là à l'instant. Donc pour moi, il y a une chose qui est très importante. D'une part, c'est vraiment la liberté. Hein, donc si c'est pas quelque chose qui vous convient ce matin, libre à vous de décider de faire ou pas le faire. Et la deuxième chose, si vous dites quand même, je peux me lancer dans cet échange à 3, il n'y a aucune degré qui est demandé. Vous dites tout simplement ce qui est le bon pour vous. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce la question qui vient? Et expérimentez juste qu'est-ce que ça vous fait. Donc voilà, chacun fait à son niveau et ça va être bon. Voilà, c'est juste une chose que je voulais dire. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a une très forte exigence qui est demandée, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment passer juste un bon moment et essayer un processus de communication qui est peut-être un peu différent que ce qu'on fera habituellement. Merci de ce complément, Yo. Merci. C'est tout bon pour toi, Fabienne. Je peux lancer les séances. Super. Donc, comme tout à l'heure, acceptez bien la proposition d'être mis en petit groupe. C'est parti. Partage d'écran. Voilà. Donc là, ce que effectivement, donc réchauffé aussi et nourri de ces échanges que vous avez eu en petit groupe. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Antoine du coup? Qu'est-ce qui a résonné pour vous dans ce qu'il a dit? Est-ce que vous auriez une inspiration et peut-être une question? Voilà. Et alors la seule chose, c'est que par rapport aux questions notamment, donc Antoine va noter les questions, mais ne va pas y répondre. Et puis il y répondra après à sa façon, comme il voudra. Et donc il y a d'abord ce temps où vous allez pouvoir lui dire ce que ça vous a fait de l'entendre vous partager son aventure. Qui se lance? Florence, ouais, je vois qu'il y a, voilà, il y en a deux, Karine, Florence. Vas-y, Florence, vas-y. C'est pour ça qu'on était dans le même groupe, on est au taquet. Alors, avant que j'oublie, ma résonance pour moi, ça a été 2 mots, burn-out. Mon inspiration, j'ai juste un mot, merci. Et la question, aujourd'hui, êtes-vous, Antoine, en accord total avec vos convictions et vos valeurs à titre personnel et professionnel? Quand tu dis burn-out, pardon, excusez-moi, je suis rentrée directement dans le tutoiement, j'espère que c'est bon, que ça va. Oui. Florence, quand tu dis résonance burn-out, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je peux vous en dire plus parce que j'ai fait un travail à ce niveau-là. En fait, j'ai fait 2 burn-out professionnels. J'ai eu un parcours commercial, donc ça me parle tellement le discours d'Antoine. Les gens de terrain où j'étais là, un mouton qu'on m'envoyait sur la route pour chercher des clients, toujours plus plus vite, toujours plus de gains et sans reconnaissance et sans humain dans l'échange professionnel. Donc ça m'a beaucoup peiné parce que j'étais jeune à l'époque, mais aujourd'hui ça va mieux. Mais voilà, j'étais pas en accord avec mes convictions personnelles et mes valeurs. Et je me suis mis à mon compte par rapport vraiment au dysfonctionnement de la pyramide hiérarchique il y a 3 ans. Voilà, donc j'ai tout plaqué, mon confort, mon salaire, comme dit Antoine, le portable, le petit bureau.
j'ai quitté tout ça parce qu'en fait, j'ai réalisé peut-être trop tard, mais au bout de 10 ans, que j'étais plus en accord avec tout ça. Et je me suis mis en compte, voilà, sans trop savoir ce qui m'attendait de l'autre côté, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien, malgré les peurs, malgré les angoisses, malgré les résonances du passé. J'ai essayé de me retrouver, de me recentrer sur moi-même. Et même si le contexte actuel est compliqué pour les freelances, c'est tellement mieux et tellement plus épanouissant que voilà. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes clients quand j'organise des événements pour eux. Ok. Merci Florence. De rien. Alors je veux bien prendre la suite. Alors moi, le partage d'Antoine m'a fait beaucoup de bien parce que j'attache beaucoup d'importance à l'homme au sein de l'organisation, et d'entendre un dirigeant nous partager cette expérience, sa posture, je trouve ça vraiment rassurant et voilà, et motivant. Moi, oui, je suis convaincue que l'homme au sein de l'organisation peut être une ressource formidable, un moteur extraordinaire et un frein aussi quand justement il ne se sent pas reconnu, quand il manque d'informations ou quand il se sent frustré. D'où l'intérêt de vraiment pouvoir accompagner les dirigeants à avoir cette posture qui peut être tellement facilitante. Et j'ai une question pour Antoine. Ce serait comment est-ce que tu t'y es pris concrètement pour avancer sur ce chemin qui t'a permis d'être le dirigeant que tu es aujourd'hui? Comment tu t'y es pris concrètement? Et est-ce que selon toi, il faut d'abord se transformer avant de mettre en place le mouvement au sein de l'organisation, ou est-ce que ces deux phases peuvent se faire de façon concomitante? Voilà. Merci Karine. Alors moi, je veux bien prendre la parole. Dans la résonance, ce qui résonne à fond, c'est l'enthousiasme, l'énergie qu'on met à la fois individuellement et puis par le collectif aussi, l'énergie qui se crée dans le collectif. Sur l'inspiration, c'est quelque part derrière tout ça, il y a un lâcher-prise, un lâcher-prise qui est énorme, puisqu'il faut déjà avoir suffisamment confiance en soi pour avoir aussi confiance en l'autre et en la force du collectif. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, on a parlé là d'alignement avec ses collaborateurs, et ce que j'expliquais dans le groupe juste avant, enfin ce qui, moi, en tout cas dans mon parcours, ce qui a été difficile à vivre, c'était le faire avec ses collaborateurs. Ok, c'était hyper puissant. Par contre, quand il y a des investisseurs et qu'il y a un fonds, par exemple, le travail d'alignement qui est nécessaire, si en tout cas à long terme, il est difficile. Et est-ce que est-ce que vous avez eu à faire à ça avec des banques ou avec des partenaires? Je ne sais pas. Là, en l'occurrence, vous êtes propriétaire, mais c'est une question du coup un peu plus globale. Est-ce que c'est viable en fait de le faire avec des fonds d'investissement, ça? Moi, j'ai confiance, donc oui, mais j'ai pas trouvé la clé. Ok, merci Marie. D'autres retours? Antoine? Moi, je veux bien dire quelques mots. J'ai été vraiment enthousiaste par rapport à ce témoignage. Je trouve que quand ça vient de la part de dirigeants, forcément, c'est chouette à entendre parce qu'on a beaucoup de témoignages qui vont un peu dans ce sens-là de la part de collaborateurs, voire de managers, mais des dirigeants à la tête d'entreprise, c'est beaucoup plus rare. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même très enrichissant, et ma question serait comment porter cette parole plus loin, comment faire en sorte qu'un maximum de dirigeants puissent l'entendre, et après voir s'ils se sentent de faire la démarche pour aller plus loin à titre personnel et au niveau de l'organisation. Mais c'est vraiment, je trouve que ce sont des témoignages qui manquent. On lit beaucoup de choses sur le monde d'après. Il y a beaucoup de choses qui se publient en ce moment, mais on
on n'a pas tant de témoignages que ça des dirigeants. Et voilà, je trouve que c'est quand même hyper important. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le témoignage, c'est le fait de relever des paradoxes auxquels on ne pense jamais, mais qui sont, par exemple, pourquoi créer ou reprendre une entreprise si c'est pour mettre des gens en souffrance. Et en effet, ça n'a absolument pas de sens. Donc, ne serait-ce que d'entendre voilà, des choses comme ça, pleines de bon sens, peut-être voilà, permettre d'éveiller un petit peu plus les esprits ou la conscience. Enfin, voilà, je trouve que c'est à partager plus. Ok. Merci Manuela. Moi, je veux bien partager. Du coup, moi, la résonance première, c'était par rapport au droit à l'erreur. Donc, je trouve que fondamentalement, notre société ne nous permet pas. Enfin, tout petit, on nous sanctionne dès qu'on fait une erreur. Je pense que effectivement, c'est la clé d'un changement sociétal, en fait, ce droit à l'erreur. Et après, moi, j'ai une question par rapport au prévisionnel, où pour moi, c'est assez complexe d'embarquer tout le monde dans le bateau et qu'effectivement, lâcher prise parce qu'effectivement, c'est un lâcher prise énorme et se donner le droit de ne pas faire de prévisionnel. Et ça renvoie un peu à la question de Marie sur quid quand en face de nous, on a des financeurs qui, eux, veulent des prévisionnels, même si on sait tous que nos prévisionnels, ce sont des prévisions et que, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Merci. Merci Christelle. Je veux bien prendre la suite. Oh, pardon, c'est Brice qui tu parles. Vas-y. Je t'en prie. Ok. Nordam. Merci. Ouais. Alors, Antoine, c'est la deuxième fois que je t'entends. Et là, je pense il y a 2 ans, dans le feu de camp, ouais, tu as parlé. J'ai vu les paroles encore plus engageantes. Et cette fois-ci, après 2 ans, ouais. Donc, j'ai vu les paroles de militants, ouais, un alignement. Ce sont des choses qui m'ont marqué, qui m'ont donné de l'énergie. Il y a aussi 2 inspirations que j'ai prises tout à l'heure dans ce que tu dis. L'un, c'est fixer le cap pour le bateau. Et pour mon rôle à la tête d'un projet, je me rends compte que j'ai pas pris suffisamment de soin, aussi la peine, pour fixer mon cap. Et en espérant que tout le monde soit avec moi, sans savoir où on va, quoi. Donc, je pense là, cet après-midi, je vais commencer à fixer mon erreur. Et une autre inspiration, quand tu dis « je passe pas plus mon temps à prévoir », ça m'inspire aussi. J'accompagne une entreprise, la dirigeante demande vraiment ce plan de prévoir. Je vois à quel point ça donne la souffrance à la filiale. Il n'arrive pas à faire ce plan qui plaise au directeur. Et donc, du coup, j'ai 2 questions. Pour toi, une question, c'est par rapport à ne prévois plus ton temps à prévenir, à prévoir. Et qu'est-ce qui te fait arriver à ça? Et si tu as un mot à passer à quelqu'un qui demande, à un autre dirigeant qui demande la prévision, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Voilà, donc ça, c'est une question. L'autre question, plutôt technique. J'entends bien les 33% pour partager la richesse, aussi les risques. Les 3 fois 33%, comment tu l'as trouvé, cet équilibre, cette proportion? Voilà. C'était toi tout seul ou avec les collaborateurs? Voilà. Merci. Merci. Oui, après ces très bonnes questions, je vais essayer de faire de même. Alors, en termes de résonance, moi, j'ai ressenti au départ un carcan, c'est-à-dire une ascension un peu subie. Après, j'ai ressenti une force de vouloir s'appliquer un modèle envers et contre tout. Et puis, j'ai ressenti aussi une authenticité. Ce qui m'a marqué, c'est l'authenticité, à la fois le lien avec la terre, mais aussi l'authenticité par rapport aux valeurs qui ont été exprimées. En termes d'inspiration, moi, je
personnellement, je suis le parcours Toscane, je suis à peu près à mi-parcours, avec Jacques et Thomas tous les 3 mois. Je suis dirigeant d'un cabinet de conseil qui est en pleine transformation. Et donc, c'est le but de commencer par se transformer soi-même. Donc, l'inspiration, moi, c'est effectivement comment, sur la base de ce témoignage, impliquer encore plus, je dirais, les équipes dans ce nouveau rebond, ce nouveau départ post-Covid qui est dramatique par rapport à mon secteur d'activité. Voilà. Et puis, en termes de questions, alors je vais faire un peu comme les journalistes. Une question, je vais la diviser en 4. C'est Antoine tu as parlé d'un modèle de gouvernance. Quel est-il, ce modèle de gouvernance? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment ce chamboulement s'est passé pour tes collaborateurs? Et qu'est-ce que ça a apporté à tes collaborateurs qui sont restés? Et puis, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise? Concrètement, est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'elle a stagné? Est-ce qu'elle s'est repositionnée? Voilà les 4 questions. Merci Brice. Merci Antoine donc pour ton témoignage important. Moi, le côté militant a pas mal résonné avec moi. Pour la provocation, j'ai cru entendre des collègues plus au niveau salarié qui critiquent derrière le dos de leur patron qu'un dirigeant. Donc, ça fait du bien de voir que non, on peut être dirigeant et être un homme de terrain. Et quelqu'un qui est encore proche de ce que les salariés ont envie de vivre au quotidien dans leur boulot. Donc moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'aimerais enfin voilà, je prends une légitimation, une autorisation. Ce témoignage donne une autorisation à pouvoir vouloir diriger autrement alors il faut trouver sur quoi ce qui nous aligne nous personnellement, mais que c'est possible de le faire et qu'on a le droit à l'erreur et que si ça ne marche pas, on recommencera en ayant appris un peu plus. Donc ma question c'est est-ce que quand on commence une reprise d'entreprise, est-ce qu'on aurait pu commencer comme ça tout de suite en disant bon voilà, l'entreprise, le modèle précédent, à la poubelle et moi j'ai des nouvelles valeurs, des autres manières de faire, voilà c'est comme ça. Bien sûr de manière plus nuancée ou est-ce qu'il faut justement s'inspirer du cœur de l'ensemble des collaborateurs pour construire et trouver l'alignement et l'équilibre, ou est-ce qu'il faut prendre un peu plus de temps, 1 année, 2 années à perpétuer ce qui était en place pour comprendre qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà, merci. Le rythme en fait, d'accord. Ok. Je vais redemander aux 4 personnes, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra? Parce que c'est vrai que pour l'échange, ce n'est pas l'idéal de discuter qu'avec des noms et des prénoms. Merci, super. Est-ce qu'il y aurait des questions, des résonances à partager avec Antoine encore? Oui, Marine. Donc, je voulais d'abord dire bravo à Antoine parce que je pense que se pencher sur soi-même, c'est pas facile, donc bravo. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est justement cette démarche de transformation que vous avez effectuée et qui doit avoir un impact positif sur tous vos collaborateurs et la gestion de votre entreprise. Ce qui m'inspire, c'est justement toute l'idée de co-construire avec les salariés, parce qu'effectivement, je pense qu'on est de plus en plus à ne pas aimer ces structures pyramidales. Et aussi… Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de le dire, mais là, je le dis. Essayez peut-être, comme on se connaît un petit peu maintenant,
de parler avec du je, parce que moi, quand vous êtes en on, ça me décale, enfin, ça m'éloigne de vous. Alors que si vous parlez en je vais me sentir plus proche de vous. Donc, si vous pouvez, ça serait super. D'accord. Bon, bah, j'aime pas les structures pyramidales. Du coup, ça peut du tout la même énergie. Merci. Et j'apprécie co-construire la stratégie avec nos dirigeants. Et j'ai trouvé très intéressant que vous acceptiez l'échec de vos collaborateurs, parce que je pense que justement, on n'a pas vraiment cette culture de l'échec. Et finalement, c'est pas grave de rater tant qu'on sait rebondir. Et moi, ma question rejoignait Christelle et Marie, c'était sur tout ce qui est prévision. Si vous ne faites pas vraiment de prévision, comment est-ce que vous pouvez donner une vision à vos collaborateurs? Merci Marie. Super. Est-ce qu'il y a encore… Oui, super, Émilie. Alors, je vais essayer de ne pas faire de redite, c'est tout l'exercice, mais je pense que c'est intéressant en effet de faire des résonances quand quelqu'un témoigne, parce qu'il en faut des témoignages justement pour banaliser un petit peu ces expériences-là et peut-être donner envie à des gens qui n'en sont pas là de passer le cap. Moi, je suis dans un milieu très coopératif, donc c'est ma culture et j'ai envie que ça se banalise. Donc, je suis très contente d'entendre le témoignage. En plus, je suis aussi sur Rouen, donc je suis très contente d'entendre ce témoignage avec un parcours qui était plutôt pyramidal et hiérarchique et vertical et remettre ça en question. Parce qu'entre guillemets, je suis convaincue. Donc, ça me pose la question de comment on touche de plus en plus de gens et on rend ça tout à fait à la fois banal, mais visible. Après, vraiment, pour moi, l'inspiration, elle est là au quotidien et je l'entends aussi dans le témoignage. C'est une dialectique, un dialogue et pas justement de la binarité entre le je, c'est-à-dire l'individu, et le nous, le collectif. Et pour moi, ça vient vraiment faire réfléchir sur tout ce qui a été mentionné, sur donner le cap tout en laissant la liberté aux gens de prendre des directions parce qu'on a le même cap et ça, c'est bien partagé. Et du coup, il y a la question du faire confiance. Sur quoi on fait confiance et comment on fait confiance aux gens, c'est-à-dire quels outils on a mis en place. Est-ce qu'il y a des choses pour toi dans ton vécu qui résonnent particulièrement par rapport à ça? C'est toujours quel moyen on se donne et on donne aux autres. Donc, on revient toujours dans cette dialectique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit interroger au quotidien. Et même si on a des succès et que ça fonctionne, ne jamais le prendre pour acquis et continuer en fait à réfléchir parce que l'humain est complexe et qu'il change. Donc, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, même si ça fonctionne, ne fonctionnera pas forcément demain. Et ma question, qui n'est pas vraiment une question, c'est plutôt comment on fait pour à la fois partager, communiquer et inspirer sur l'entreprendre autrement à plus grande échelle. Et pas que dans des structures ou des filières ou des thématiques où justement c'est presque normal parce qu'on a un objet social ou environnemental. Comment aussi dans d'autres thématiques, on entreprend de cette manière-là. Voilà. Merci Émilie. Est-ce que d'autres veulent s'exprimer encore? Juste une chose, Fabienne, je crois, on est déjà à moins 20, moins d'écart. Je crois que ça sert bien à passer donner un peu de temps à Antoine pour répondre parce qu'il y a plein de questions là. Et je crois que c'est une saison super intéressante. Ouais. Donc peut-être ça sera le moment bon de se suivre. Désolé pour ceux qui n'ont pas exprimé, mais bon. Ouais. Juste Antoine, peut-être avant de répondre, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces retours, à toi d'abord? D'abord, merci pour vos feedbacks, les unes et les autres, les uns et les autres. Il y a des questions, il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Et une en particulier, et pour le coup, c'est la première. Donc, Florence, merci beaucoup. Parce que Florence a appuyé sur un bouton extrêmement important. Tu m'as posé la question, est-ce que tu es aussi aligné professionnellement que personnellement? J'ai un vrai problème avec ça. Je pense que je le suis professionnellement. Je ne le suis pas personnellement.
et que maintenant que je sais ce que c'est que l'alignement, ça m'invite à prendre des décisions qui vont peut-être être douloureuses, voilà, sur le plan personnel, et chose que je ne voyais pas, mais j'étais en souffrance, voilà. Et, bon, je ne vais pas aller plus loin, je pense que tout le monde a à peu près compris, mais c'est pour vous dire en fait la profondeur. On nous a fait croire pendant des années qu'on était deux personnes différentes dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et c'est encore une fois, c'est un leurre. On est la seule et même personne, et qu'on ne peut pas être génial d'un côté et en souffrance de l'autre. C'est forcément que la souffrance est perméable, tout comme le bonheur est perméable aussi. Et voilà. Donc ça m'a profondément touché. Les autres questions, je commence à y répondre. C'est OK pour vous? Super, merci Antoine. Karine, comment je m'y suis pris? Alors ça va être un peu difficile en quelques secondes ou quelques minutes pour dire ça. C'est un vrai chemin. En fait, très rapidement, j'ai écouté les salariés. Je me suis refusé à dire voilà ce qui serait bien pour elles, pour eux, voilà ce qu'il faudrait faire. Parce que sinon, ça s'appelle la pyramide, hein. Et donc, j'ai fait des ateliers d'écoute où j'étais pas présent. C'est le paradoxe, parce que si le dirigeant organise des ateliers d'écoute, vous savez ce qui se passe. Il se passe rien. Parce que les salariés ne parlent pas à leurs dirigeants. C'est aussi, enfin, en vérité. Enfin, si c'est une pièce de théâtre, ça fonctionne super bien. Mais ce n'est pas la pièce de théâtre qu'on veut, là. C'est la vérité. Et donc, comme je n'avais pas beaucoup de moyens, j'ai pris une stagiaire qui était en 5e année de management et qui avait fait une licence de communication. Et j'ai dit, Manon, voilà, vous allez faire votre stage de 6 mois, vous n'allez pas porter le café, hein, je vous le dis. Hein. C'est juste le sujet central de l'entreprise. Et vous avez intérêt d'assurer, hein, parce que voilà. Donc elle a retranscrit tout ce qui s'était dit. On avait assuré une confidentialité, un anonymat, et on a eu une vraie. Tout le monde a vidé son sac à dos, quoi. Et ça a été juste génialissime, génialissime. Mais je me félicite de ne pas avoir été présent, parce que j'aurais eu que de l'eau tiède. Et là, on a eu de l'eau bouillante, hein, quelquefois. C'est un peu difficile à entendre, hein, mais il faut passer par là, je pense. Marie, oui, je reconnais que c'est plus facile pour moi, dirigeant et propriétaire du bateau, que de faire comprendre ça à un fonds d'investissement américain pour payer les retraites des Américains avec une croissance à 2 chiffres. Ouais. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs en France qui ne cherchent plus forcément la rentabilité à 2 chiffres et qui veulent mettre de l'argent à un endroit où ça fait sens pour eux. Et on peut se réjouir de ça, et il y en a de plus en plus. Et pour rien de cacher, je suis en train d'en rencontrer parce que le développement de l'entreprise passera aussi par là. Et ce qui est sûr, c'est que les fonds de pension américains ne m'intéressent absolument pas, mais ça avait deviné, je pense. Et voilà. Mais ça existe. Et moi aussi, je pense que pour un investisseur, de leur dire qu'on est parfaitement aligné professionnellement, ben c'est rassurant aussi pour un investisseur. Ça, c'est ma croyance. Hein. L'investisseur ne pense pas forcément comme moi, je le reconnais. Manuela, comment porter cette parole? Je crois, Marjolaine, que ce témoignage a été enregistré. Peut-être c'est l'un des moyens, et c'est aussi la magie des réseaux sociaux. Et puis, moi, je me suis engagé dans un collectif qui s'appelle l'Humain d'abord. On est 7 dirigeants de services à domicile et on a juste le rêve de changer le secteur en France, avec beaucoup d'humilité, bien sûr. Quand je dis ça, je suis en train de faire une injonction contradictoire, et vous savez quoi, à changer le secteur. Donc voilà, effectivement, c'est pas que je n'ai pas un pouvoir de communication, je ne fais pas des vidéos, voilà, il y en a quelques-unes qui sont sur Internet. Peut-être c'est OK pour moi de les relayer, hein, pas de problème, si ça inspire des gens, pas de souci avec ça.
Le côté prévisionnel, je vois que ça… Alors ça, c'est mon côté un peu provocateur. J'ai failli m'excuser avant de commencer parce que j'ai toujours un espèce de talent, je ne sais pas si c'est un talent, de provoquer un petit peu. Oui, je ne vais pas vous dire que je ne fais plus du tout de prévisionnel parce qu'il y a quand même un minimum, et ne serait-ce que pour mon banquier, pour qu'il puisse dormir ce soir, il faut quand même que je lui communique 2-3 éléments. Mais je trouve qu'on passe une énergie incroyable à faire ça, alors qu'on ne sait jamais ce qui va se passer l'année suivante. Et du coup, comme on passe de l'énergie à faire ça ou à réajuster, ben on passe pas notre énergie à vivre le moment présent. Et donc, on perd de la performance. Je ne sais pas si c'est entendable pour un investisseur, mais moi, je crois que c'est entendable pour un investisseur. Et là, on a un exemple incroyable. Personne n'avait prévu le Covid-19, et donc tous les plans prévisionnels 2020 sont morts. Mais je serais curieux de savoir le nombre d'heures que les salariés, les cadres, les dirigeants français ont passé à faire des planifications 2020 en mois de décembre. Ça doit être effrayant. Hein. Et on ferait mieux de les passer à être agiles, à réagir. Alors, c'est ce qu'on a dû faire par la force des choses, hein, les uns et les autres. Brice, t'en parles hein, avec ton métier, mais voilà. Donc, pardon d'avoir été un peu provocateur sur ce sujet. Oui, je fais un peu de prévisionnel, mais c'est pas mon quotidien et c'est pas mon souci premier. Voilà, c'est peut-être ça que. Gia, tu m'as emmené sur les 33%. Je crois que c'est toi qui m'as demandé d'où ça sort. Alors, c'était une proposition de Nicolas Sarkozy qui avait, dans sa campagne électorale, je n'ai pas beaucoup de références politiques, mais pour le coup, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, finalement, en fait, comment j'ai trouvé ça? J'ai trouvé qu'il y avait trois postes importants, les collaborateurs, la réserve, qui est très importante en plus en étant agriculteur. Je suis soumis aux aléas climatiques et j'ai toujours eu une culture de réserve parce que cette année, il se pourrait qu'on ait la sécheresse en Normandie, ce qui est quand même incroyable, et peut-être l'année agricole va être catastrophique. Ben, heureusement que j'ai mis de l'argent de côté depuis ces dernières années. Et puis, je suis aussi très confondant avec l'ensemble de mes collaborateurs sur le fait que je porte le mandat social et que si cet après-midi, j'ai un accident d'une auxiliaire de vie en voiture et que le planning n'est pas tout à fait conforme à la législation du travail, je vais me retrouver en garde à vue. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Et ça a de la valeur. Et avoir hypothéqué la maison et avoir mis 100 000 euros de capital social un jour sur la table, c'est l'économie de toute une vie. J'estime que ça a de la valeur. Donc, j'ai identifié ces 3 postes. Et 3 postes, c'est 33%. Voilà. Tu m'as demandé comment j'ai fait. Je n'ai pas fait beaucoup de maths, mais c'est juste ça, en fait. Brice, donc une question qui s'est transformée en 4 questions. Voilà. Modèle de gouvernance, j'ai pas eu l'impression d'avoir parlé de ça. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai des confrères qui ont mis les gens du terrain dans la gouvernance. Pas moi, pas encore. C'est mon chemin. Je suis en chemin. La ligne d'arrivée n'est pas arrivée. Et tant mieux, parce que quand elle arrivera, ça sera très mal parti pour moi. Ça voudra dire que je vais mourir. Donc, je suis en chemin et je ne suis pas encore prêt. J'apporte beaucoup de confiance, mais j'ai l'impression que c'est le rôle malgré tout du capitaine. Mais c'est peut-être une croyance. Voilà. Et merci de me reposer cette question parce que ça fait partie de mes sujets et ça va me permettre de passer un bon week-end. Je te remercie, Brice. Voilà. Comment ont perçu mes collaborateurs? Alors, on vient de faire une enquête. Aucun collaborateur n'a envie de faire marche arrière. Aucun. Mais certains sont partis. Certains sont partis parce que ne se reconnaissaient plus dans cette liberté d'action, de responsabilité aussi. Je suis très libre et je fais énormément confiance, mais je ne suis pas dans le monde de oui-oui. Moi, je dois trouver 130 000 euros tous les mois pour payer les salaires et les charges sociales, et ça, ce n'est pas le monde de oui-oui. Et donc, je suis extrêmement confondant.
Et il y a des gens qui se complaisent à rester dans une espèce de pyramide hiérarchique qui finalement ont réfléchi à leur place, ils touchent leur salaire, ils font leur job. Et en même temps, en début de matinée, je vous ai dit que ça représentait que 10% de la vie, le travail. C'est peut-être eux qui ont raison. Je me pose cette question aussi. Je ne suis pas un ayatollah de l'entreprise libérée. Et je peux comprendre que, d'ailleurs, il y a une auxiliaire de vie qui m'a dit, vous savez, moi, vos histoires là, de prendre des responsabilités et tout ça, moi, ça représente que 10% de ma vie. Je vais vous écouter, je vais exécuter vos ordres, et puis il me restera 90% à vivre, et puis ça va aller très bien comme ça. Ben, ça s'entend, hein. Ça s'entend. Voilà. Et donc, je ne sais pas qui a raison. Moi, je porte beaucoup ça, mais je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas si j'ai raison. Oui, tu me demandais l'impact, Brice, sur l'entreprise. Alors, j'ai divisé par 2 l'absentéisme, qui est un vrai sujet dans les services à domicile. Je n'ai pas tout réglé. Le turnover n'est absolument pas réglé. La performance aujourd'hui n'est pas meilleure qu'avant. Je gagnais plus d'argent avant. Et une belle entreprise que d'une grosse entreprise. Cécile, tu m'as posé la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement reprendre l'entreprise et transformer tout de suite? J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, moi. Et pour rien de cacher, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que moi, tout au début, j'adorais mon super bureau. Je n'étais pas prêt. Et maintenant, si je devais reprendre une entreprise, oui, c'est ce que je ferais. Mais maintenant, je suis prêt. Mais aussi, j'ai mis beaucoup de temps à transformer l'entreprise, enfin tous ensemble, hein, ce n'est pas simplement moi. J'ai donné du temps au temps parce que tout doit se faire dans la douceur. On en parlait avec Fabienne, tout doit se faire dans la douceur. Et qu'arriver en disant, bon voilà, maintenant on monte des équipes autonomes, c'est comme ça, c'est vous qui avez la main, c'est d'une brutalité sans nom, surtout quand on a été formaté la pyramide hiérarchique pendant des années. Et ça n'a pas de sens non plus. Voilà. Donc, il faut donner du temps au temps. Dans le collectif L'Humain d'Amour, puisqu'on accompagne des structures, on a coutume de dire que ces transformations, elles doivent être volontaires et dans la durée. Elles sont longues et volontaires. Je ne connais pas des transformations courtes qui ont fonctionné. Et je crois que ça n'existera pas. Parce que l'être humain, le cerveau humain, ce n'est pas une carte SD, ce n'est pas TOC, entreprise pyramidale, entreprise libérée. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Et donc, il faut du temps. Et puis, il faut une véritable volonté du leader, du capitaine du bateau. Marine, je crois avoir répondu sur l'aspect prévisionnel et vision collaborateur. Pour moi, la vision, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on veut faire notre métier. Et ce n'est pas tant savoir quel chiffre d'affaires on va faire le mois prochain. Et finalement, quand on se raccroche, en fait, je compare souvent ça, on a 2 solutions en tant que leader. Soit on met en place un aimant très fort qui nous attire tous vers quoi on a envie d'aller, soit on met un filet de pêche et on essaie d'embarquer tout le monde. Moi, je préfère l'aimant. Je préfère l'aimant. Et si mes collaborateurs ne sont pas aimantés, ben, je les invite à quitter le bateau. Voilà. Et ils ont le droit. Et on a le droit de ne pas avoir la même vision. Mais ce qui est sûr, c'est que le capitaine, c'est moi. Et je revendique aussi cette posture d'être le capitaine. Et j'ai aucun problème avec ça aussi. Ce n'est pas le monde est beau, le monde est gentil et tout le monde fait ce qu'il veut. Non, c'est mon bateau et j'en suis le capitaine. À moi de produire un aimant suffisamment fort pour qu'il y ait au moins 2 personnes ou une personne qui reste avec moi demain matin dans mon entreprise. Et peut-être que tout le monde va s'en aller, hein, c'est possible.
Émilie, tu m'as posé la question comment on fait. Alors, j'ai trop peu de temps pour dire ça, mais en fait, la vraie question, c'est pas tellement comment on fait, c'est pourquoi on le fait. C'est ça la vraie question. Parce que le comment on fait, allez, je résume, vous réunissez vos collaborateurs et vous leur posez 3 questions. Qu'est-ce qui vous va dans votre travail? Qu'est-ce qui ne vous va pas? Et de quoi vous auriez besoin? Et là, vous allez savoir comment il faut faire. Par contre, la vraie question, c'est pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime à faire ça? Parce que s'il n'y a pas le pourquoi, il n'y a pas la fondation, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille d'engager une transformation organisationnelle, et que si vous n'avez pas la vraie fondation, le vrai pourquoi, ça va être très, très, très difficile. Enfin, c'est ma croyance en tout cas. Voilà, je crois avoir répondu à peu près à toutes les questions. C'est merveilleux, Antoine, il est 12h00 sur mon ordinateur. Donc, je trouve ça juste merveilleux. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Moi, j'aurais envie que soit vous ouvriez vos micros pour nous dire un petit peu ce que vous gardez le mot de la fin, soit vous l'écriviez dans Converser. Voilà. Je vois les micros qui s'ouvrent. Super. Capitaine. Ouais. Pour les autres, le mot de la fin, comment vous vous sentez? Inspiration et inspirant, moi je dirais. Alignement pour moi. Alignement avec force et donc rassurance, réassurant. Je ressens de la chaleur. Je sens qu'il y a quelque chose de... Ouais, qui englobe, quoi. C'est quoi le mot en... Le holding qui... Contient. Contient, ouais. C'est le mot qui me vient. Notre mot de la fin? Moi, je suis ravie de cet échange et de ces belles rencontres. Florence. Moi, ce qui me vient, c'est hors du temps. Je vais vraiment passer là 2 heures avec vous et je n'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment la connexion que j'ai ressentie avec vous. Et pourtant, je n'étais pas toujours actif avec vous. Et j'ai l'impression quand on est vraiment sur quelque chose qui fait sens pour nous, avec ces personnes où on est ouvre, on a confiance, qu'on aime, le temps il disparaît tout simplement et on vit quelque chose en présence et c'est génial. Merci Ayo. Ouais. Bon. Moi je me sens réchauffée aussi. J'ai l'impression, alors j'ai vraiment la mosaïque devant les yeux et je me sens réchauffée. J'ai l'impression d'avoir passé un petit bout de temps avec vous et c'est très... Ouais, ça me... C'est peut-être la météo, Fabienne, non? Non, mais non, oui, tu as raison, remarque, il recommence à faire un peu beau. Comment ça fait? Tu as raison. Et j'ai peut-être aussi envie de dire merci à Fabienne, parce que c'est Fabienne qui était beaucoup, qui est vraiment propulseur de ce projet-là et qui a fait mis beaucoup en œuvre pour qu'on est là aujourd'hui. Et bien sûr au Move aussi, Marjolaine, à toi. Mais je trouve Fabienne, vraiment, tu as vraiment bien mis ton énergie dedans et merci pour ça. Donc, j'ai envie de l'applaudir. Merci. Voilà, merci. En tout cas, merci aussi à Marjolaine, aussi, parce que on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, une petite année avec le Move, et on partage cette envie de faire vivre le vivant, faire vivre l'humain dans nos organisations, dans nos organisations, qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire comme au Move, mais pas que, parce que c'est pas que dans ce secteur-là. Et voilà, donc ça me réjouit ce temps avec vous ce matin, vraiment. Merci Fabienne, merci Ayo, merci Antoine. Ouais, merci Antoine. Et merci beaucoup Antoine, oui. Et merci à vous toutes. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Pour le Move, c'est aussi une nouvelle façon de proposer des échanges avec nos adhérents, avec notre réseau.
Et on apprécie vraiment de pouvoir proposer des temps comme ça en profondeur pour les dirigeants et les dirigeantes. Donc, je vous remercie encore. Et si c'est OK pour tout le monde, si c'est bon pour toi, Fabienne, toi, Ayo, et toi, Antoine, on peut vous souhaiter à toutes et à tous un très bon appétit, une bonne après-midi. Et à très bientôt, à très vite. Ouais. Au revoir à tous. Bonne journée. Merci les capitaines. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci de votre confiance.